Nous poursuivons dans cette question du rapport design science et les relations du coup de recherche qui peut naître de ce dialogue avec Gillian Grave et Mishka Mello. Je préfère, comme vous avez pu le remarquer depuis ce matin, les laisser chacun se présenter. J'ai toujours peur de faire ce qu'on appelle une boulette. Voilà. Gillian, Mishka. Bonjour à tous, donc moi c'est Gillian, donc je suis designer diplômé de l'ENSI en 2012 et donc aujourd'hui j'ai une pratique professionnelle liée à la convergence entre le design et la biologie et je suis aussi, je mène un projet de recherche qui est design et biologie à l'ENSI, donc qui est tout jeune et dont on parlera un petit peu après. Et moi c'est Mishka, je suis bio-ingénieur de l'EPFL diplômé aussi en 2012, vous allez assez vite comprendre pourquoi. Et donc, je m'intéresse depuis assez longtemps à l'interface de ma discipline, à savoir la bio-ingénierie, et notamment les disciplines créatives, que ce soit le design ou plus rarement l'art. Et donc, du coup, dans cette perspective, on a travaillé ensemble avec Gillian et on continue à le faire. Très bien. On enchaîne ? Oui, alors on va commencer par vous parler d'un projet, mais on va peut-être refaire la genèse un petit peu de ce projet-là qui s'appelle Nautile. Donc Mishka et moi, on s'est rencontrés, alors c'est en 2010 ou en 2011 ? 2011. Ouais. 2011. Et donc on était tous les deux en diplôme, donc c'était le moment du diplôme pour moi à l'ENSI, le moment du diplôme pour Mishka à l'EPFL. Et on avait exactement la même demande et la même envie de travailler sur un champ qui s'appelle le biomimétisme. Donc c'est s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables. Et par le biais d'un entremetteur qui s'appelle Nicolas Anchaud, qui est le responsable de l'EPFL et CalLab, donc qui fait on va dire le lien entre la recherche qui est effectuée à l'EPFL et le design. Donc nous a mis en contact et à partir de ce moment-là, on a commencé à construire le projet ensemble à la frontière entre design et bio-ingénierie. Donc après une phase où il a fallu qu'on apprenne un petit peu à se comprendre, à se connaître, à échanger sur nos visions du biomimétisme et du projet qu'on allait mener ensemble. On a un petit peu discuté méthodologie, prospective, on a un peu griffonné un certain nombre de choses dans un document qu'on vous présentera après. Et puis, on a décidé de mettre en pratique un peu notre volonté d'appliquer cette méthodologie sur un objet qu'on connaît bien tous et qui est un peu un cas particulier dans le biomimétisme, justement, qui est la bouilloire électrique. En fait, dans le biomimétisme, on a souvent tendance à faire des grands projets d'infrastructure très emblématiques, comme un immeuble super génial, un pont, un train à grande vitesse, etc. Mais on se penche rarement sur des objets beaucoup plus banals, on pourrait dire, et qui sont aussi, qui font partie de notre quotidien et qui n'ont rien, a priori, qui n'ont pas vraiment de lien direct avec le vivant ou qu'on a de la peine à formuler comme tel, quoi. Oui. Oui, très bien. Donc du coup, à partir de cet objet-là, on l'a un petit peu décortiqué fonctionnellement et écologiquement aussi, parce que notre objectif, comme disait Gillian, c'était de faire de l'innovation durable, donc de voir comment on pouvait réduire l'impact environnemental de ces objets. Et donc après avoir compris un petit peu les enjeux qu'il y avait autour de ces objets, on s'est plongé dans le vivant, que ce soit formellement ou fonctionnellement, pour ceux qui considèrent qu'il y a une différence. Et on a cherché l'inspiration là-dedans pour ensuite faire émerger des concepts, des embryons de solutions, des morceaux de brouilloire qui reprennent un petit peu ces inspirations du vivant. Et donc là, nos rôles qui étaient jusque-là assez... je dirais parallèle presque, parce qu'on faisait un peu la recherche préliminaire chacun de notre côté avec notre propre méthodologie. Donc moi, j'ai beaucoup appris de Gillian sur comment justement faire un état de l'art formel, une certaine façon de documenter cette recherche aussi en prenant beaucoup d'images, en les stockant, en créant des banques d'images comme celles que vous avez pu voir avant, sur lesquelles on peut feuilleter, revenir ensuite pour avoir de la matière. Et puis là, nos méthodologies ont commencé à plus rentrer en dialogue, je dirais, sur cette étape-là, où on a parlé d'un côté, Gillian, de nos discussions sortaient des dessins, des hypothèses, des concepts de ce que pourraient être des solutions de cette bouilloire.
Et de mon côté, j'étais un petit peu chargé d'étudier la faisabilité de ces différents concepts. Et donc pour ça, de me pencher sur la science très très multidisciplinaire de la conception de produits, donc qui va de la résistance du matériau à ses propriétés thermiques, en passant par des phénomènes scientifiques plus ou moins obscurs qu'on trouvait dans le vivant et qu'on essayait de reproduire sans que ce soit non plus trop compliqué, parce que sinon on n'arrive pas à le reproduire. Et donc du coup de rentrer en dialogue un petit peu là-dessus. Et donc en fonction de mes feedbacks, Gillian proposait d'autres solutions ou amendait les solutions. Et de mon point de vue, en fait, je me suis retrouvé dans un rôle qui était un peu compliqué pour moi. Ce qui m'intéressait dans l'interface avec la créativité, justement, c'était plutôt avoir ce côté bouillonnant, effervescent, divergent, de faire émerger des solutions. Et puis, en fait, d'une part, par les impératifs de l'institution qui m'évaluait et qui me donnait mon diplôme, à savoir une école d'ingénieur, et puis aussi de par nos spécialités et nos capacités respectives, en fait, je me suis retrouvé dans le rôle un petit peu du fossoyeur de solutions qui voit passer plein de très bonnes idées, mais qui, en fin de compte, pour la plupart, sont complètement irréalisables, en tout cas dans le temps de recherche qu'on avait à disposition. Notamment aussi parce que certaines de ces études de faisabilité étaient parfois très très complexes à mener sur la base des informations qu'on avait, dans le temps qu'on avait. Donc ça compliquait un petit peu la tâche. Donc c'était un des premiers écueils, je dirais, sur lequel on s'est croisés. Je ne sais pas si tu veux commenter aussi cette phase. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour moi, c'était un peu cette étape-là où on a commencé à faire converger nos deux méthodologies qui étaient une, on va dire, plutôt subjective, une autre plutôt qualitative et une autre plutôt quantitative. Donc le designer versus ingénieur presque. Donc voilà. Et là, on s'est rendu compte que finalement aussi, il y avait peut-être quelque chose de commun à construire à ce moment-là, une nouvelle méthodologie aussi de conception pour concevoir des objets bio-inspirés, durables, etc. Mais que derrière tout ça, il y avait la question donc, de ces outils qui se posaient et comment, dans cette rencontre-là, on allait aussi pouvoir concevoir des nouveaux outils de conception communs à chacun. Et on va revenir sur certaines questions aussi que ça a posées derrière. Donc voilà, c'est juste des images plus élaborées de certains des concepts qu'on a fait émerger avec leurs sources d'inspiration respectives. Et donc après cette phase un peu délicate, moi j'ai dû quitter le navire parce que j'avais un stage à faire. Et Gillian s'est chargé de l'épineux travail de design, de faire converger certains de ces solutions en un objet. On a plus ou moins quand même encore pu ensemble décider desquels on choisissait et essayer de les faire converger. Et c'est vraiment Gillian qui a finalisé la conception avec les outils dont il dispose de cet objet-là qui s'inspire donc de 4 sources d'inspiration différentes du vivant. On ne va pas spécialement rentrer dans le détail parce que ce n'est pas trop l'objet, je dirais, de cette présentation. Tout ça pour dire que donc, pendant tout ce travail-là, Gillian a eu la brillante idée dès le départ de dire il faut qu'on documente. Montrer peut-être l'image en même temps. Il faut qu'on documente et donc moi j'ai proposé la forme qu'on utilise très beaucoup en sciences, qui est la forme du cahier de laboratoire, qui est une forme très très simple, je dirais, sur le papier, dans le sens où en gros il faut tout noter chronologiquement un maximum, dans la perspective aussi de pouvoir répliquer des choses qui arrivent qu'on n'avait pas vu venir et de pouvoir prendre note de choses qu'on risquerait d'oublier mais qui pourraient être utiles pour l'interprétation des résultats au final. Donc c'est un peu la forme de départ qu'on a choisie. Au final, à lecture a posteriori, je dirais qu'en fait on est plutôt parti sur un genre de journal que sur un vrai cahier de laboratoire. Un journal intime. Ouais, journal très intime. Donc il y a un exemplaire là-bas si vous voulez lire des trucs sur nous. Non mais c'est vrai qu'à la lecture après coup, en fait c'était beaucoup plus un outil réflexif et on mettait aussi un petit peu de matière, et qui garde le caractère brut un petit peu aussi d'un cahier de laboratoire, mais qui était quand même très très orienté sur plus les visions du projet, des commentaires réflexifs sur qu'est-ce que le projet nous faisait ressentir, quels écueils on avait vu venir, lesquels on n'avait pas vu venir, etc. Enfin, ce genre de choses-là. Ouais. Alors le fonctionnement, en fait, on se disait que voilà, toutes les semaines. Donc nous, on écrivait de notre côté sur ce journal, donc chacun de son côté, et qu'à la fin de la semaine, on le partageait pour prendre connaissance d'une part des avancées du projet, de soit la bio-ingénierie, soit du design, ce qui nous permet donc de garder, on va dire, une arborescence du projet, ou plutôt le fil conducteur pour pouvoir revenir en arrière si une solution ne fonctionnait pas pour prendre un autre chemin. Et cet outil-là, finalement, comme pendant le projet, qui était une découverte en fait, de nouveaux mondes pour l'un comme pour l'autre, on s'est rendu compte de pas mal de choses. Que d'une part, le designer et le bio-ingénieur ne parlent pas le même langage.
c'est très très important. Les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose. On s'en est rendu compte quand même assez rapidement. On avait même commencé à établir une sorte de lexique pour s'accorder sur une définition commune de certaines choses. Designers et bioingénieurs n'ont pas non plus les mêmes méthodologies de travail. Ça, c'est encore extrêmement important. Et du coup, on le verra peut-être avec d'autres exemples après, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer donc vraiment des méthodologies communes à la frontière entre design et un autre champ, donc la biologie ou la bioingénierie ou l'ingénierie. Et les deux ne s'accordent pas forcément non plus sur la finalité du projet. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs ou encore les mêmes notions d'éthique. Donc sur certains projets qui vont plus loin dans le vivant ou la manipulation du vivant, par exemple, cela peut être extrêmement important. Et c'est vrai qu'à posteriori, on s'est vraiment rendu compte que le contenu de Versus reflétait un petit peu toutes ces questions-là, et que l'outil à la base, qui était un simple outil de documentation du projet, était un outil justement pour poser des questions. Et des questions pour moi de recherche qui nous permettent aussi d'aller plus loin, de pousser la réflexion plus loin et en même temps de proposer des idées nouvelles après à partir de ça. Alors aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la démarche que nous avons. Donc nous travaillons à 3 échelles différentes. Donc la première, on travaille dans ce qu'on appelle le biomimétisme, la bioinspiration en général. Donc on s'inspire du vivant pour concevoir des innovations durables quand on parle de biomimétisme. Donc ça, c'est la première échelle à partir de laquelle nous travaillons. La seconde échelle, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait dans le biomimétisme pas mal de limites, notamment technologiques. On ne peut pas forcément reproduire les mécanismes du vivant avec les technologies dont nous disposons aujourd'hui. Donc il y a une seconde stratégie qui vise à aller plus loin en travaillant directement avec le vivant, qui lui est détenteur de cette technologie-là. Donc on dit collaborer avec le vivant. On peut parler de bioassistance ou de biofabrication ou de bioproduction lorsque le vivant produit des choses. Typiquement, on peut travailler soit avec des micro-organismes, comme on le voit à gauche, ou des macro-organismes. Donc à ce moment-là, il faut comprendre justement ces mécanismes-là pour ensuite pouvoir collaborer avec, pour pouvoir produire ensuite des matériaux, des produits, de l'énergie, des médicaments, un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est la seconde stratégie que nous employons. Et la troisième, c'est directement fabriquer le vivant, ce qu'on appelle la biologie synthétique. Donc c'est l'idée, en fait, d'identifier des gènes responsables de fonctions biologiques pour ensuite pouvoir les reproduire. Donc en gros, lorsqu'on connaît un objet, on est capable de le reproduire. Donc en gros, un gène responsable d'une fonction, par exemple la bioluminescence, etc., on va pouvoir le caractériser et mettre ça à ce qu'on appelle une biobrique après, pour ensuite concevoir des organismes qui sont génétiquement modifiés, qui vont pouvoir répondre à des applications humaines, type des bactéries pourront produire des médicaments, de la lumière, des matériaux, etc., etc. Donc ce sont à peu près les échelles sur lesquelles nous travaillons. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte, en poursuivant un petit peu les questionnements qui ont pu être abordés dans Versus, que tout ça, ce travail à la frontière entre design et biologie, vise à redéfinir les pratiques du design. Et ça a quand même pas mal d'échelles. Et tout ça, c'est des questions qu'on a commencé à se poser grâce à Versus, qui était vraiment un outil de réflexion. Et notamment lorsqu'on travaille avec le vivant, donc on doit un problème, on doit inventer en fait de nouveaux outils, de nouvelles échelles de conception. On ne peut pas concevoir avec le vivant ou le vivant comme on le fait avec le SolidWorks ou certains logiciels qu'on utilise par exemple, même au niveau des modes de représentation, parce que là on travaille avec quelque chose d'invisible à une échelle nanoscopique. Donc on doit, je pense que tu peux passer à la prochaine, donc vraiment inventer des nouveaux outils, des nouveaux modes aussi de représentation de cette échelle quand le designer n'a pas l'habitude d'aborder. On travaille aussi avec des nouveaux dispositifs temps et échelle de production. Donc le vivant, par exemple, nous, d'un point de vue industriel, on va produire des objets en quelques minutes. Donc on a un rythme assez accéléré. Et le vivant, lui, il travaille à une autre échelle de temps qui est beaucoup plus longue, a besoin aussi de beaucoup plus d'espace pour fabriquer les choses. Et du coup, tout ça nous pousse à poser la question de quels sont les dispositifs, les temps et les échelles de production de la biologie.
Donc là, c'était la seconde image. Et également, ce qui nous intéresse aussi énormément, et la question qui a été posée via Versus, c'est que voilà, lorsqu'on travaille à la frontière entre design et vivant, on se heurte, en fait, on doit adopter et concevoir de nouvelles approches, de nouvelles coopérations, de nouveaux outils et de nouveaux lieux en fait, de coopération où designers et scientifiques doivent pouvoir également trouver leur place. Donc là, c'est l'exemple des tiers-lieux, par exemple, qui sont vraiment un terrain fertile pour justement accueillir cette double culture. Et également, on se frotte encore à des imaginaires en fait, et à des esthétiques qui sont très très fortes. Là, j'ai juste un échantillon d'un matériau qu'on cultive. Donc là, c'est en bas au premier étage. Donc en travaillant avec le vivant, on se rend compte qu'on obtient des choses qui ont des esthétiques très très particulières aussi, etc. Et que en même temps, tout ça est lié à une culture, donc liée à la science-fiction. On a les problèmes liés à Monsanto, donc liés aux OGM, etc. Donc il y a des questionnements éthiques qui sont très très forts. Et on a besoin d'inventer des nouvelles matérialités, d'inventer des nouveaux imaginaires à ce travail entre design et biologie. Et enfin, juste pour la dernière chose, c'est que ça pose également des nouvelles questions éthiques et de biosécurité. Donc là, on est plutôt biosécurité, voilà. Donc lorsqu'on travaille avec le vivant, forcément, on peut concevoir des armes biologiques, etc., ce genre de choses-là. Et ça pose de nouvelles questions éthiques et philosophiques, justement, liées aux questions posées par Monsanto, tout ce qui est à l'échelle nano, etc. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont... Ah, et la dernière chose, pardon, c'est qu'on s'est posé aussi également la question de voilà, quel sera le designer ou le bio-ingénieur de demain. Est-ce que finalement on ne pourrait pas voir émerger une nouvelle figure de designer? C'est une question qu'on s'est posée, qui soit prendre la culture scientifique, ou alors un scientifique qui prend la culture du design, ou alors voir émerger quelque chose de complètement nouveau à la place. Donc tout ça, ce sont complètement des questions de recherche qui ont été générées, qui ont été, on va dire... qui ont été mises en lumière. Qui ont émergé de la part de notre travail, et notamment de cette pratique de documentation, en s'y astreignant suffisamment, petit à petit, un petit peu construire sur les questionnements qu'on avait, qui étaient un petit peu des questionnements méta par rapport au projet lui-même de reconception de la bouilloire, et qui ont débouché sur aussi une certaine fluidité de pratique, je dirais, après, où ces questions, on les a petit à petit incorporées, et maintenant, dans notre pratique, elles nous semblent... elles sont un petit peu implicites, et on arrive à venir vraiment s'approprier ce genre de choses et essayer de produire à partir de là, quoi. Donc à partir de ces questions de recherche et à partir notamment de ce document précis, on a commencé à être sollicité en premier lieu, je dirais, par l'école européenne supérieure des arts de Bretagne, notamment l'antenne de Brest, qui ont un programme assez innovant et assez audacieux autour du design de la transition écologique, et qui sont tombés en fait par je crois, une référence média sur Versus, et qui ont le coordinateur de ce master l'a lu de couverture à couverture et nous a immédiatement demandé de venir faire une conférence, et puis ça s'est transformé depuis en un atelier plus pratique qu'on mène tout au long de l'année là-bas avec les étudiants. Et du coup, vraiment la volonté de ce coordinateur, c'était d'exposer ces étudiants à notre méthode de travail, et de voir s'ils pouvaient s'en emparer dans une certaine mesure, l'hybrider ça avec leurs propres outils pour donner un peu une différente teinte à leur projet, et notamment cette teinte assez réflexive qui est tout à fait nécessaire dès qu'on rentre dans les enjeux type de la transition écologique. Donc là, tout au long de l'année, on les voit 4 fois dans l'année, 4 fois 3 jours, pour créer un peu des temps forts autour de ces ateliers à épisodes réguliers. Et donc j'ai noté quelques éléments qu'on leur a fait faire un petit peu dans ces ateliers, qui parlent aussi un petit peu de l'écriture des projets. Il se trouve que par ailleurs, ma compagne est animatrice d'ateliers d'écriture et est proche du mouvement de l'Oulipo, que vous connaissez peut-être, qui est le mouvement de la littérature où la contrainte est source de créativité. Et je crois qu'un peu, à force d'aller en atelier aussi, ça commence à infuser. Et du coup, en voyant aussi que des fois, ils n'étaient pas très à l'aise avec des environnements un petit peu trop fluides dans cette école-là en particulier,
assez rapidement, on est venu avec des exercices assez contraints et des formes d'écriture très très contraintes. Donc pour vous citer un exemple, au moment d'aborder aussi l'enjeu de l'état de l'art, qui est un enjeu très très présent en sciences et en design, mais qui dans certains environnements de design a l'air en tout cas moins matraqué qu'on l'a matraqué moi en sciences dans ma formation. Là du coup on a voulu apporter cette dimension forte parce qu'ils arrivaient tous sur des sujets à très fort potentiel, très contemporains, comme l'utilisation des matériaux issus du champignon pour dégrader des matériaux, notamment des hydrocarbures complexes par exemple, des enjeux aussi autour de la disparition du sable, enfin des enjeux écologiques très contemporains, etc. Mais sans forcément aller très loin dans la recherche du contexte dans lequel ils se positionnaient, des solutions déjà en présence, éventuellement même des travaux d'autres designers qui s'étaient déjà emparés de ces matériaux. Donc on les a vraiment matraqués avec ça tout au long des 2-3 premiers ateliers. Et donc à un moment donné, pour rendre vraiment ça très très clair, on leur a demandé de faire un petit format de présentation, un peu en mode colloque entre nous, où ils devaient produire un visuel ou trouver un visuel d'un projet existant connexe au leur. Donc donner le titre du projet, l'auteur et une description en une phrase de ce projet. Ensuite, commencer leur phrase par « le point commun avec mon projet, c'est » explicité. Et j'aimerais m'en distinguer de ce projet car, et émettre une critique à l'égard du projet en expliquant comment ils allaient dépasser cet état de l'art. Et on leur a fait répéter cet exercice sur au moins 3 ou 4 projets. Et on a senti que de rentrer dans cet exercice d'écriture et de forme très contrainte et très courte les a aidés en fait à prendre des repères dans l'environnement dans lequel ils se situaient et à commencer à travailler par référence en fait, par rapport à des choses qui avaient déjà été faites. Un autre exemple d'exercice qu'on a fait avec eux, plus sur la présentation du projet. Vraiment très inspiré de la pratique du design, qu'on a un petit peu formalisé ensemble, mais qui vient principalement de la pratique de Guilhem, c'est de présenter un projet en 4 points. Donc à chaque fois qu'on y retourne, on refait une itération sur cette présentation en 4 points. Donc, dans la même pratique qu'on avait eue pendant notre projet, on a redéfini les termes quelque part à l'hybride entre sa compréhension du terme dans l'univers du design et ma compréhension du terme dans l'univers de la science. Donc c'est des définitions peut-être un petit peu pas évidentes à percevoir au premier abord, mais on avait contexte, problématique, enjeu et méthodologie. Donc c'était les quatre points qu'on voulait faire aborder. Et dans le contexte, on voulait qu'ils évoquent le contexte dans lequel ils se plaçaient et on voulait comprendre contexte comme l'environnement contraint avec lequel ils composent. Donc les lignes qui ne vont pas essayer de faire bouger. Donc par exemple, ça peut être la production d'un volume important de packaging. C'est quelque chose, on ne va pas venir travailler sur le packaging lui-même, on sait qu'on a du déchet de packaging et on va s'accommoder de cet état de fait et on va essayer d'agir sur une autre variable qui sera celle de notre problématique. C'est la variable qu'on aimerait faire évoluer. Par exemple, on aimerait que ce packaging devienne biodégradable. Donc du coup, notre problématique, c'est, voilà, on sait qu'on a un volume croissant de packaging et on aimerait le rendre biodégradable. Deuxième point. Le troisième point, c'est ce qui serait un succès. Comment on peut formaliser le succès de ce projet, le formuler plutôt. Et donc, ce qui serait un succès, l'objectif final, ce serait par exemple que dans l'emballage toute la chaîne de production des tomates, tous les emballages soient biodégradables et arrivent dans des filières où ils sont biodégradables. Et pour ça, donc, on va utiliser une méthodologie issue du design, issue d'autres éléments, qui va nous permettre d'arriver à cet objectif final et d'expliciter cette méthodologie. Donc présenter chacun de ces 4 points en une phrase. Et donc on a formaté un petit peu la description des projets de tous les étudiants avec ces 4 points pour les forcer à aborder aussi ces 4 éléments qui sont un petit peu clés dans le positionnement de leur projet, notamment en phase de début de projet. Et le dernier exemple d'exercice d'écriture de projet, qui est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent, notamment à l'ENSI, avec cette notion de parcours personnalisé, qu'on n'a pas du tout dans l'école d'où je viens, où c'est un peu jeté à travers toutes les disciplines, et puis la plupart d'entre nous obtiennent leur diplôme, et après commencent à se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et donc, l'idée, là, c'était d'arriver avec des questions initiales de projet. Donc, on les a vraiment, c'est quasiment les premières questions qu'on leur a posées au premier atelier, pour en fait leur poser la question « Pourquoi vous faites ça ?» concrètement. Et c'est pas seulement forcément pour sauver le monde, mais aussi pourquoi vous faites ça personnellement. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc en vrac, les questions qu'on leur a posées, c'est à travers quoi vous pensez que vous allez vous faire plaisir avec ce projet, parce que c'est un petit peu important pour tenir la durée quand même. Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre à travers ce projet ? Des nouveaux savoirs, des nouveaux savoir-faire, des savoir-être aussi éventuellement que vous voulez développer à travers ce projet.
qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Qu'est-ce qui est quelque chose que vous souhaitez commencer à travers ce projet que vous n'avez jamais commencé avant? Et du coup, un peu le corollaire, qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer? Qu'est-ce que vous êtes prêt à tenter dans ce projet? Au final, si ça réussit pas vraiment, c'est pas grave, mais que vous avez envie de tenter. Un petit peu le moonshot, on pourrait dire dans le spatial. Qu'est-ce que vous souhaitez être certain d'accomplir? Par contre, à l'inverse, ça, il ne faut pas le rater. Je serais vraiment très déçu si ça, je n'ai pas réussi à travers ce projet. Qu'est-ce que vous souhaitez développer pour le futur? Donc, ça rejoint un petit peu la question de l'apprentissage, mais vraiment, peut-être à un niveau aussi, peut-être plus professionnel. Justement, est-ce que vous voulez développer un réseau professionnel que vous n'avez pas encore dans un univers donné? Donc, c'est plus qu'un apprentissage, c'est vraiment quelque chose que vous construisez autour de ça. Aussi, quelle serait la prochaine étape immédiatement après? Parce que des fois, c'est pas évident, on se lance dans un projet et puis à la fin du projet, on est là, bon, bah maintenant quoi? Donc, est-ce qu'on peut y réfléchir déjà en amont à l'inscrire dans quelque chose de plus long? Et même encore plus long, qu'est-ce que vous souhaiteriez vous souvenir de ce projet dans 10 ans? Si vous regardez ce projet dans 10 ans en arrière, de quoi vous voudriez vous rappeler? Donc vraiment pour poser des questions très très motivationnelles, parce que souvent quand on se lance dans quelque chose, notamment étant étudiant, je me rappelle pas forcément m'être posé ces questions-là, et puis au final me retrouver dans des projets que je prenais un petit peu la balle au bond, et puis au final me rendre compte que ça me convenait pas du tout. Je me dis que si je m'étais posé des questions un petit peu comme ça en amont, ça m'aurait aidé à plus finement concevoir, notamment quand on a une grande liberté, comme c'est le cas pour ces projets de diplôme, plus finement concevoir les projets de master. Je sais pas si tu veux rajouter. Oui, en fait, pardon. Tout ça, c'était, on va dire, dédié à leur donner on va dire les bases de l'écriture, leur donner le goût de l'écriture et l'habitude d'écrire en fait les choses pour pouvoir ensuite découvrir les choses. Et l'une des conditions en fait pour pouvoir mener ce projet à bien avec les SAP de Brest était aussi que, comme on l'a vu tout à l'heure, le designer ne peut pas travailler seul sur ces questions-là. Lorsqu'on parle de bio-inspiration, biomimétisme, etc., ou de biofabrication, le designer doit travailler avec un biologiste, un bio-ingénieur, etc. Et du coup, on a demandé donc à l'école des Beaux-Arts de Brest de créer un partenariat, donc de trouver des biologistes avec lesquels les étudiants pourraient travailler. Donc ils ont créé un partenariat avec l'université de Brest, donc l'UBO, et des étudiants ont commencé à travailler avec des biologistes, des électroniciens, et voilà. Et en gros, l'idée, c'était aussi de leur donner en amont les outils pour être ensuite capables d'écrire sur leur pratique collaborative du projet. Et en fait, en faire émerger des questions de recherche qui leur seraient propres, appliquées à leur projet. Donc ça me paraît être un élément essentiel, c'est comment eux vont être capables de refaire leur propre versus. On s'est rendu compte que certains étaient plus à l'aise avec d'autres médias, mais après, je pense que l'idée est aussi que chacun puisse trouver sa propre pratique pour écrire, voire redéfinir justement sa pratique et y poser des questions. Un deuxième exemple, du coup, vraiment qui se passe à l'étage du dessous. Donc Guylaine vous montrait de loin les petits échantillons de matériaux. C'est un projet qu'on a dans la tête depuis quelques temps et c'est cette année qu'on a réussi à l'intégrer au programme Design et Biologie que Kylian est en train de lancer ici à l'ENSI. Et donc c'est de travailler avec un matériau qui est l'algue laminaire de kombucha. Je ne sais pas si vous connaissez le kombucha, c'est un thé fermenté traditionnel asiatique. En gros, c'est un peu l'équivalent d'une mer de vinaigre qu'on aurait plus fréquemment dans nos campagnes, mais qui est utilisé vraiment pour le thé et pour former un genre de breuvage acidulé extrêmement riche en plein de micronutriments apportés justement par cette mer. Et donc on part d'une infusion de thé qu'on laisse refroidir, on met la mer dedans et elle vient modifier le thé, mais elle vient aussi se répliquer. C'est-à-dire que cette mer est en fait de la cellulose bactérienne qui est produite par les bactéries qui sont dans le milieu. Et donc, elles produisent la cellulose en parallèle de la façon dont elles transforment le thé. Donc, nous, c'est plus particulièrement cette cellulose qui nous a intéressés. Donc, les échantillons que vous voyez ici, c'est de la cellulose qui a été séchée. Donc, c'est des volumes assez épais quand c'est saturé d'eau, mais ça réduit beaucoup. Et en fait, la cellulose est un matériau, comme certains d'entre vous le savent probablement, qui est très présent dans l'industrie. La cellulose bactérienne est aussi présente dans l'industrie. Donc là, l'enjeu, c'était de confronter un petit peu les étudiants en design. Ici, pour cette fois, il n'y a pas de collaboration directe dans ce projet-là pour l'instant avec des étudiants en sciences, mais de les confronter à la méthode expérimentale, donc à partir d'un procédé, et d'essayer de tendre vers les applications à partir de ce procédé, et de garder à l'esprit quand même leur travail de design. Donc on a du coup ici un mode
une certaine cohabitation dans les modes de documentation, parce qu'on leur demande aussi de bien documenter leur travail, une cohabitation entre une documentation plus scientifique et une forme de restitution de projet qui est aussi beaucoup plus proche du design. Et donc pour issus de la science, cette fois-ci, on leur demande de faire un cahier de laboratoire, un vrai, donc vraiment où ils vont venir noter chacune des fois où ils viennent modifier leur culture, les nourrir, produire du bouillon de culture pour nourrir les mères suivantes et ainsi de suite, venir vraiment tout noter comme on le ferait dans un cahier de laboratoire en biologie. Et en parallèle, sortir de ce cahier de laboratoire des rapports scientifiques, vraiment structurés comme un article scientifique, avec les parties introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion, comme vous trouverez dans la plupart des articles scientifiques. Et s'approprier cette méthode de documentation en tant que designer, déjà pour être aussi plus habitué à la lire dans le cadre de potentielles collaborations avec des scientifiques, mais aussi pour voir comment ils peuvent l'utiliser et se la réapproprier pour justement manipuler ce genre de processus, ce genre de matière qui sont peut-être des choses aussi un petit peu nouvelles par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire d'habitude. Et issu du design, évidemment, aussi tout le travail autour du dispositif, du visuel. Il y a une exposition qui va être faite avec les différents échantillons qu'ils vont produire pour rester dans cette optique aussi de démonstrateur qui, elle, est quasiment absente, en tout cas des études que moi j'ai faites, parce qu'on est très peu orienté à application. On est souvent sur des micro-problématiques qui sont de l'ordre vraiment scientifique, produire du résultat, en fait, plus que produire vraiment des dispositifs. Oui, donc juste pour rajouter, donc l'idée était bien de, on va dire, hybrider méthodologie de design et méthodologie scientifique pour leur donner justement cette double culture, les former ensuite à pouvoir travailler avec des chercheurs de tous bords en parlant de ces questions justement de langage, de méthode. 5 minutes, d'accord. Okay. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'après, ils puissent aussi développer leur propre méthodologie par rapport à cet exercice-là. On peut peut-être passer au dernier. Ouais, on est à la fin. Oui. Et enfin, donc un autre projet qui est mené à l'ENSI en ce moment, donc en partenariat avec l'Institut Pasteur et quelques autres institutions. Donc il y a un concours international qui s'appelle iGEM, qui a été, on va dire, créé par le MIT à Boston en 2000, combien déjà ? 2007. 2007. Non, 2005, 6. 2006 ? Donc voilà, et l'idée, donc là on est plutôt dans l'aspect fabriquer le vivant, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure. Donc vraiment retravailler le code génétique de certains organismes vivants pour les modifier et leur permettre de fabriquer ou de produire des choses qui sont des biens pour répondre à, on va dire, des solutions nouvelles et biologiques pour répondre à des problématiques contemporaines fortes. Et l'idée, c'est ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on dit, OK, aujourd'hui, notre façon de pratiquer le design au contact de ces champs scientifiques se transforme complètement. Mais en même temps, là, on est vraiment dans un travail des étudiants et on se rend compte aussi que notre façon d'enseigner se transforme également. Donc on n'est pas qu'au seul niveau de la pratique, mais aussi au niveau de l'enseignement. Et la pédagogie de ces projets de base est complètement différente de ce que moi j'ai pu voir auparavant. Donc par exemple, les scientifiques, donc ici, doivent former les designers aux méthodes de manipulation de laboratoire, aux méthodologies scientifiques, à la recherche, à l'état de l'art justement, la recherche de documentation scientifique. On a des étudiants juristes aussi, donc ils doivent former en droit les designers et les scientifiques. Et les designers, donc les nôtres, doivent former aussi au design les scientifiques, donc les biologistes, les bio-ingénieurs, les juristes, etc. Et finalement, tout au long en fait, de ce projet-là, qui dure jusqu'à... Là, on a commencé depuis le mois de décembre et ça se termine en octobre. Donc ils doivent vraiment documenter tout le process du projet dans ses multiples aspects et en même temps poser des questions qui sont essentielles justement pour voir l'avenir de leur métier dans ces cadres transdisciplinaires particuliers. Ok. Donc ça, c'est un exemple d'outil qu'on utilise notamment avec les étudiants à Brest et au studio expérimental, et je pense aussi dans une certaine mesure à iGEM.
Pas encore, ok. Donc qui est un outil assez simple, mais qui est assez utile, notamment pour la dissémination de la documentation. C'est ce qu'on appelle des hackpads. Il y a aussi une variante plus libriste qui s'appelle les framapads. C'est un genre de Google Doc simplifié qui permet de faire à peu près ce qui est écrit sur la page là, donc mettre un peu des liens, faire une petite syntaxe en base de titres assez simple. Et qui permet du coup de produire justement par exemple typiquement les petits rapports scientifiques qu'on demande aux étudiants du studio expérimental. On a demandé aussi aux étudiants à Brest de faire une présentation de leur projet avec les principales catégories de leur travail qui soient un petit peu unifiées selon ce format. Et donc ce qui est intéressant aussi avec ces formats, c'est qu'ils sont éditables. Et du coup, ils préparent un petit peu la suite qui est assez implicite en sciences. Je sais moins pour le design, mais qui est que on se base toujours sur les résultats de quelqu'un d'avant pour faire avancer d'une étape suivante. Et du coup, c'est très important que ces résultats soient présentés d'une façon très lisible et très claire et qu'on puisse même volontairement vouloir répliquer l'expérience pour pouvoir la valider. Donc du coup, on utilise vraiment ce format-là et ce petit outil-là pour réussir à faire ça. En termes de conclusion, j'avais 2 trucs à dire. Je sais pas si tu voulais dire un truc sur le pour ajouter quelque chose. Finalement, ce que nous on a fait tous les deux versus les outils en fait, justement ces outils en ligne permettent de rajouter des centaines dans l'idéal de personnes en fait autour de la table d'écriture pour élaborer ce genre de réflexion là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait là on était 2 pour construire ça, on le partageait pas vraiment, on l'a partagé à la fin, et finalement on peut également co-construire ces récits de projets avec énormément de gens, en les mettant tous autour de la table, une table virtuelle, mais co-construire les récits ensemble, et ça me paraît être extrêmement important. Donc en termes de conclusion, en gros, cette méthodologie de documentation qui a commencé avec Versus, ça a vraiment, je dirais, bouleversé ma pratique, et je pense qu'on peut dire la tienne aussi, qui est dans le sens où elle nous a permis de capitaliser un peu sur nos questionnements et de réussir à passer un petit peu des caps aussi conceptuels qui n'étaient pas évidents, à se repencher, réécrire en permanence sur ces questionnements et de se les approprier. Après coup, pour moi, en tout cas, le découverte du milieu de la culture libre aussi m'a aidé à comprendre vraiment le caractère essentiel de cette documentation et de sa diffusion pour permettre de partager ça et de réussir à collaborativement faire avancer ces questions-là. Et puis, aussi par rapport aux expériences de transmission, comme on disait, on est diplômé en 2012, donc c'est pas non plus comme si on avait une expérience faramineuse professionnelle depuis. Mais en même temps, je trouve que c'est très intéressant ce positionnement d'être presque encore étudiant, mais pas tout à fait. Parce que du coup, pour moi en tout cas, c'est encore très frais les problématiques que j'ai rencontrées en tant qu'étudiant et les choses que j'aurais voulu qu'on m'apprenne en fait, ou qu'on m'explique pour avancer plus vite sur certains points et pour pouvoir dégager plus d'énergie sur des choses qui m'intéressaient. Du coup, je trouve ce positionnement intéressant d'avoir eu presque un continuum entre nous-mêmes, être dans cette pratique réflexive en tant qu'étudiant, et puis tout en la continuant, petit à petit transmettre ces outils à d'autres qui sont juste derrière nous. C'est aussi pour ça qu'on a choisi la formulation de transmettre à nos futurs collègues, parce que c'est vraiment ça le sentiment qu'on a à faire, de réussir à transmettre nos outils à des gens avec qui on aimerait pouvoir travailler dans le futur sur une même base, et du coup avec une certaine méthodologie commune ou au moins de la même famille. Merci. D'où l'adage, si tu comprends pas, deviens élève, et si tu comprends toujours pas, deviens enseignant. Bon, on va bien évidemment poursuivre notre, comme d'habitude, nos questions. J'ai une petite question, c'est donc, mais c'est la question du temps en fait, parce qu'effectivement manipuler le vivant, si j'ai bien compris, et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant, c'est que du point de vue en tout cas du design, ça fait sortir, on va dire, ça donne en tout cas à voir la question du temps différemment. Ça en fait un objet en tant que tel qu'il faut pour le coup manipuler. Et dans les documents, dans Versus, quoi, en fait, dans les documents que nous avez présentés, la question qui me vient en tête, c'est comment
s'écrit le temps, en fait, dans votre méthodologie? C'est-à-dire que, de la même manière qu'on pourrait dire, les musiciens ont trouvé la manière d'écrire le temps. Et comment ça apparaît, vous, dans vos documents, cette question-là? C'est-à-dire, il y a un moment donné, telle matière va périr, je ferme la porte du labo, je reviens, au contraire, ça a évolué, ça a muté, etc. Donc le temps est omniprésent. Et comment est-ce qu'il s'écrit? Comment ça apparaît, en fait, dans votre document? Voilà. Je pense qu'il y a une notion importante qu'a soulevé Mishka tout à l'heure, qui est par exemple la réplication, le clonage. Et finalement, donc le temps est plus long, mais en même temps, on peut aussi, par exemple, pour la cellulose bactérienne, on peut aussi multiplier les expérimentations. Et du coup, je vois ça plus que, du coup, ça prend la forme d'une arborescence, et plutôt qu'une méthodologie ou qu'un process linéaire, justement, on peut... avant, je voyais le process de design plutôt vraiment linéaire. Et maintenant, je le vois en mode arborescence, où d'une expérimentation vont apparaître 5 autres, et ensuite 5 par expérimentation, etc. Donc on a quelque chose justement qui se démultiplie. Et le temps est toujours le même, mais de façon vraiment démultipliée. Donc c'est plutôt la forme arborescente, c'est ça que Oui. tu dis, en fait. Ah, oui. C'est-à-dire vraiment avec... une patate, un texte dedans, une ligne qui renvoie à une patate avec un texte. C'est ça, c'est de cette manière-là que vous écrivez la... Enfin, en fait, ouais, a posteriori, on se dirait qu'on aurait bien voulu l'écrire comme ça, notamment à des moments du projet où on était justement un peu parti dans une voie, et puis qu'après on s'est rendu compte que c'était une voie de garage. On aurait bien aimé avoir l'arbre sous la main pour pouvoir assez rapidement revenir à l'étape précédente. On l'avait en général pas. Donc, du coup, on devait refouiller dans ces pages-là ou dans nos discussions ou dans nos notes, etc. pour revenir à l'étape précédente. Et en effet, une très belle documentation du projet aurait été cet arbre avec, j'ajouterais, la dimension de... Un peu comme dans l'arbre de l'histoire de la vie, mais avec les branches qui s'éteignent ou qui persistent en fonction du moment où on a dû les éliminer pour une raison contextuelle ou l'autre du projet. Et des fois, on en a ressuscité aussi certaines parce qu'en fait, d'un coup, elles reprenaient sens dans un nouveau contexte. Et moi, je trouve ça très intéressant, enfin, le lien que tu as fait, mais on va dire avec Oulipo. Ouais, avec lui. C'est-à-dire effectivement où Pérec parlait de créer les conditions du possible, c'est un peu effectivement ce qu'on voit là. Et si on rentre dans cette histoire-là, entre guillemets, il y a aussi la question de l'aléatoire, du coup, que vous êtes obligé de prendre en compte, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous crée les conditions qui vont permettre l'émergence de choses, mais après, ça s'enchaîne tout seul, quoi. Et là aussi, dans vos documents, c'est des choses que vous essayez de, entre guillemets, de contrôler ou... Je dirais pour commencer, il y a l'aléatoire d'avoir la bonne idée, qui est quand même pas évidente. Ouais. Enfin, moi, je ressens Je parle beaucoup dans la manipulation même. Dans les deux. Disons que dans la manipulation, je dirais que du fil conducteur du projet, il y a aussi des moments où on brassait tout ce qu'on pouvait brasser, mais on n'arrivait pas à trouver la porte de sortie, entre guillemets. Et puis le facteur limitant aussi par rapport au temps, c'était ça. Puis à un moment donné, tac, il y avait l'étincelle qui nous permettait d'ouvrir une ou deux ou trois portes pour pousser l'arbre plus loin. Donc il y a l'aléatoire dans cette dimension-là. Et puis après, il y a l'aléatoire aussi, mais je dirais qu'il est presque du même ordre dans la manipulation, par exemple avec le studio expérimental, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas du tout prévu. Les étudiants affirment avoir fait exactement pareil, le même bouillon de culture pour tous les différents cultures, mais en fait, il y en a une qui apparaît complètement transparente et parfaite, alors que toutes les autres ont plein de grumeaux. Et puis, comment ça se fait? Alors, on espère qu'en se penchant sur le cahier de laboratoire, on trouvera des pistes, mais c'est pas du tout clair. Donc oui, il y a aussi cet aléatoire-là qui s'invite et qui invite aussi des portes de sortie vers d'autres branches de l'arbre, quoi. Mais c'est vrai que c'est un nouvel intro, on va dire, dans le jeu du design qu'il n'y avait pas forcément avant, en travaillant avec des process qui étaient bien identifiés, bien cadrés, etc. Et que là, on est vraiment dans l'expérimentation. Il y a des bonnes surprises et beaucoup de mauvaises surprises aussi, mais en même temps, ça fait partie du job, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, et d'où l'importance de très bien documenter aussi les choses pour pouvoir revenir en arrière, tester d'autres conditions. Donc on a toujours ce mouvement de recul pour avancer un peu en biais, et ça peut durer parfois très longtemps. Et c'est vrai que c'est un inconnu, mais à prévoir justement dans
le déroulé du projet en termes de temps, en termes d'espace aussi, et tout ça transforme vraiment les pratiques du design aussi. Et c'est ça qui est enrichissant. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Le public apparaît actuellement au Palais Tokyo. Enfin, vous apparaissez au Palais Tokyo puisque cette journée est filmée et retransmise en direct dans l'exposition Vision. Donc on peut dire bonjour à nos amis du Palais de Tokyo qui sont en train là actuellement de... Voilà, c'est ça, on peut leur faire bonjour. Qui sont en train là d'inaugurer, je crois d'ailleurs, l'exposition à 16h. Non, ça y est, c'est fini, mais là ça doit être les journalistes et la presse qui tournent. Faut pas que ça vous intimide. Oui, on est timide, allez-y. Oui. Et le fait que vous avez essayé de transmettre ça aux élèves, voilà, vous avez dû improviser la méthode ou essayer de transmettre votre méthode aux élèves, en plus les incitant eux aussi à s'associer avec d'autres métiers pour travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de cette expérience avec les élèves? Comment ils ont... Est-ce qu'ils ont de la méthode et de l'expérience que vous avez eue avec les élèves? Alors c'est difficile. Alors déjà la méthode, nous, la nôtre, on a passé du temps à la construire, à la modéliser pour aussi ensuite la représenter et la transmettre. Du coup, il y a eu un article scientifique réalisé avec l'UTC de Compiègne aussi qui va me permettre aussi de présenter cette méthodologie-là. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de transmettre une méthodologie parce que c'est quelque chose finalement de très très personnel. Moi je trouve en tout cas, ça fait partie de ma palette d'outils aussi bien que les stylos, les logiciels et compagnie, mais c'est quelque chose de très personnel. Quand on affûte son crayon d'une certaine manière, c'est un petit peu la même chose finalement. Et l'idée c'est plutôt de transmettre la façon de construire une méthodologie en posant des questions, mais pour que les étudiants puissent se saisir de cette problématique-là et construire la leur avec les outils qui sont les leurs et avec leur langage, avec les questions qu'ils se posent aussi également. Et l'idée, c'est pas de répliquer à l'identique une centaine de fois cette méthode-là, c'est plutôt d'en créer 100 différentes à chaque fois. Et c'est ça qui paraît essentiel, en fait, c'est de laisser assez de degré de liberté ou de marge de manœuvre pour qu'ils puissent justement se l'approprier dans les grandes lignes et reconstruire, retisser autour. Et c'est toute la complexité de la chose, je pense. Il y a un enjeu vraiment de rendre l'implicite explicite. C'est-à-dire que quand on travaille, nous, en interne, il y a des choses où on n'y pense plus à force. Et un des enjeux de réussir à transmettre, c'est de réussir à le formuler d'une façon... à le formuler simplement déjà, et pas seulement se réveiller et dire mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, bah non, vous ne nous l'avez pas dit. Et en fait, réussir à rendre l'implicite explicite, je dirais que c'est la partie qui fait que la transmission fonctionne ou pas. Et après, il y a à côté aussi, des fois, on a l'impression d'être très explicite, mais en fait, le message n'est pas passé. Et donc on prend petit à petit le réflexe de vraiment répéter inlassablement. Enfin, on avait déjà le réflexe de demander si c'était clair, mais apparemment, c'est une question où les gens ont de la peine à répondre non. Donc, du coup, ils répondaient oui, et puis après, en fait, ils n'avaient pas compris. Donc, on répète, et puis on voit que petit à petit, ça prend forme. Alors, après, en effet, et c'est tout à leur honneur, je dirais, clairement, il y a des choses de la méthodologie qu'ils ne prennent pas. Alors, souvent, on questionne un peu pourquoi. Et puis des fois, on se rend compte que c'est pour un motif légitime. Des fois, c'est moins légitime. C'est justement un défaut de compréhension ou alors aussi de la basse flemme. Des fois, ça arrive. Donc, qu'on essaye de voir, s'assurer qu'on a bien fait au moins le rôle de transmettre le message correctement. Et puis après, libre à eux, tant que leur approche est cohérente,
de s'emparer ou pas des outils. Et du coup, notre second rôle, c'est un peu de... Et là, c'est un rôle que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup appris aussi à travers mon interaction avec Gillian et avec le design. C'est un côté très subjectif. Et à un moment donné, on voit quand il y a une sorte de perception de quelque chose qui aurait ou pas du potentiel à nos yeux. Donc ça reste à nos yeux parce que c'est subjectif. Mais moi, en tout cas, je remarque que je m'appuie de plus en plus là-dessus pour me rendre compte si... Et jouer un peu le candide aussi avec des questionnements vis-à-vis des étudiants. Quand mon intuition a l'air de dire que c'est pas, qu'il y a quelque chose qui manque, j'essaye de questionner un petit peu ce manque et de voir si j'arrive à leur faire expliciter pourquoi ils n'ont pas fait telle ou telle chose qui, moi, me manque et voir si c'est quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas vu ou qu'ils ont délibérément choisi de ne pas faire, quoi. Bien. Merci beaucoup. Pour une raison aussi illustrée cette heure-ci, c'est que je trouve que vous avez en tout cas élaboré une écriture à deux qui se travaille pour être plusieurs, pour se reproduire un peu dans la même dynamique que vos cellules qui se reproduisent. Et non, mais ça, c'est bravo, parce que c'est forcément un des enjeux actuels, en tout cas, d'essayer comme ça, avec les subjectivités et justement avec des mots qui prennent un sens différent dans des champs différents, de trouver comme ça une sorte de passerelle qui fait sens et qui en plus crée un espace. Enfin, je pense que c'est... Voilà. Donc je vous félicite. Et je vous remercie de votre visite. Voilà. Je voudrais... Encore bravo.